À la une de l'actualité, le décès du plus vieux prêtre de Martinique. Comme s'il avait attendu l'ordination de Monseigneur Macaire, dont il était très proche, le père Gaston Jean-Michel s'est éteint ce matin. Il avait 103 ans. Près de 600 armes et plusieurs milliers de munitions. Le bilan de la seconde édition de Déposer les armes est plutôt satisfaisant. Les objets récoltés ont été détruits cet après-midi devant le préfet et le procureur de la République. 2 tonnes la semaine dernière et plus de 200 kilos vendredi. Les autorités ont déjà saisi plus de 3 tonnes de cocaïne depuis le début de l'année. Aujourd'hui, la marchandise était présentée à la presse avant destruction dans les jours à venir. Enfin, basse pointe vit au rythme des surfeurs cette semaine. Depuis ce matin, la compétition internationale bat son plein. La promesse de retombées économiques sonnantes et trébuchantes pour la ville. Et puis enfin, notre invité ce soir, vous le voyez, est Olivier Mornet, le directeur de la mer, avec qui nous parlerons des ateliers de la mer qui auront lieu demain et jeudi. Bonsoir à tous. La Martinique a perdu aujourd'hui le doyen des prêtres de son église catholique. Le père Gaston Jean-Michel est décédé ce matin à Clarac. Très tôt, il avait 103 ans, plus d'un siècle durant lequel il a inspiré les foules et même des hommes politiques de toute tendance. Prêtre dans diverses paroisses et notamment au Terre-Saint-Ville. Il a été nommé prélat d'honneur de sa sainteté par le pape Benoît XVI à Rome en 2009. Et bien avant d'être monseigneur, il avait pris très à cœur sa mission religieuse et avait créé la seule radio catholique de l'île, Radio Saint-Louis. Retour sur un destin qui a marqué la Martinique avec ce reportage signé Hélène Renaud. Et on voit. C'était sa dernière apparition publique. Le 12 avril dernier, malgré sa maladie, le père Jean-Michel n'aurait manqué cet événement pour rien au monde, l'ordination d'un de ses petits-fils spirituels, l'archevêque David Macaire. Les deux hommes se connaissaient depuis 25 ans par le biais de Radio Saint-Louis, l'unique radio catholique de l'île que Gaston Jean-Michel avait créée en 1982. Aujourd'hui, sa voix résonne sur les ondes de la radio pour un dernier hommage. L'Évangile nous y invite. Essayons d'être sincères dans notre conscience. Vous écoutez Radio Saint-Louis, c'était sa mission. Cette force de transmettre l'Évangile à travers les médias, à travers les ondes, l'Évangile par-dessus les toits. L'Évangile par-dessus les toits, la devise du Père Jean-Michel. Rendre la Bible accessible à tous, même aux personnes les plus exclues, grâce à la radio. Une vingtaine de milliers d'auditeurs écoutaient religieusement son émission phare, Regard sur la Bible. Il a créé l'Action catholique, la JAC et puis le MRJC dans les communes rurales que sont par exemple Morne-Vert ou Morne-des-Esses et bien sûr le Vauclin. Mais Radio Saint-Louis, c'est sa dernière œuvre et c'est peut-être celle qui était la plus chère à ses yeux. Parce que quand François Mitterrand a libéralisé les ondes, a créé les radios libres en 1981, il s'est dit tout de suite qu'il pouvait créer une telle radio pour pouvoir permettre aux personnes simples d'accéder aussi à une formation biblique. Le fondateur de Radio Saint-Louis a marqué l'équipe qu'il a guidée pendant plus de 30 ans. Yolande, en fait, vous gardez cette image toujours avec vous? Oui, chaque fois que je sors ou bien je viens à la radio, c'est mon porte. Je ne dirais pas mon porte-bonheur, mais le fait de le revoir, ça me permet d'aller plus loin et de réfléchir à ma façon de vivre. Le père Jean-Michel a inspiré des milliers de Martiniquais. Ordonné prêtre en 1935, il exerce au Morne-Vert, au Carbet ou encore à Fort-de-France. En 2009, c'est la consécration. Il est nommé prélat d'honneur de sa sainteté par le pape Benoît XVI. Cet homme très actif fut une référence pour tous les prêtres de la Martinique. Ce curé se souviendra toujours de son professeur pendant sa formation au séminaire, il y a près de 20 ans. Le père Jean-Michel nous a apporté beaucoup parce que non seulement il y a eu la connaissance de l'histoire en Martinique, mais aussi, j'allais dire, un zèle pour la jeunesse, pour ce pays, un très grand amour de la Martinique. La veillée funéraire du père Jean-Michel devrait avoir lieu en fin de semaine à l'église Emmaüs, son enterrement à la cathédrale Saint-Louis, où le doyen des prêtres a été ordonné il y a près de 80 ans. Près de 600 armes et plus de 7000 munitions. Voilà le bilan de la deuxième édition Déposer les armes. Entre le 28 janvier et le 15 avril, les particuliers étaient invités à ramener leurs armes blanches et leurs armes à feu sans risque d'être inquiétés par les autorités. Un dispositif qui a mieux fonctionné que la fois précédente et qui s'est terminé cet après-midi par la destruction des objets récoltés. Myriam Bocoulin. Il n'aura fallu que quelques minutes pour broyer les 600 armes collectées sur l'île ces 10 dernières semaines.
Sous cette pelleteuse, des gros et petits calibres, des armes de poing et des armes de chasse, certaines en circulation il y a quelques semaines encore. Ces armes auront servi dans des cambriolages, d'autres sont des armes volées. Certains particuliers non détenteurs de port d'armes ont profité de l'opération pour se débarrasser de leurs munitions. Un bilan positif pour la préfecture de Martinique. Heureusement, le nombre d'arbres récoltés cette année est inférieur à celui de l'année passée. Puisque l'année dernière, déjà un certain nombre d'armes avaient été retirées de la circulation et ça signifie, et c'est tant mieux, que les stocks ne se reconstituent pas. Avant d'être détruites, les armes sont minutieusement comptées. Certaines proviennent du tribunal de Fort-de-France, des armes mises sous scellé après avoir servi dans des faits de violence. Des armes ont été déposées par les particuliers qui sont venus déposer les armes à la gendarmerie et à la police. Elles sont détruites aujourd'hui et on fait détruire également aujourd'hui des armes qui étaient dans les scellés du tribunal, donc qui étaient gardées au tribunal parce qu'elles avaient servi dans des affaires de braquage, de violence. On les détruit également aujourd'hui. On profite de cette opération pour bien montrer que les armes, on essaye de les éliminer de la Martinique au maximum et on essaye de les détruire tout ensemble. 7400 munitions ont également été récoltées, 200 armes blanches mais aussi des sabres et une grenade. Cette année encore, les armes auront été principalement déposées par des hommes âgés de 40 à 70 ans. Des armes détruites et plus de 200 kilos de cocaïne retirés du marché. C'est décidément une bonne semaine pour les autorités. Après la saisie record de 2 tonnes de drogue le week-end dernier, les forces armées annonçaient aujourd'hui que 220 kilos de cocaïne avaient été interceptés vendredi dernier en mer. 4 narcotrafiquants présumés ont été interpellés par la frégate de surveillance Germinal. Ils sont en garde à vue. Ils étaient à bord d'un bateau remorqueur battant pavillon guyanien à 650 km dans l'est de l'arc antillais. La drogue était dissimulée dans 5 bidons. Elle a été découverte après une fouille très méticuleuse du bateau. Au total, depuis le 1er janvier, les autorités ont saisi plus de 3,6 tonnes de drogue en mer aux Antilles-Guyane. Je propose d'écouter ces quelques précisions recueillies par Myriam Boiscoulin. Ça s'est passé au nord de l'arc caribéen, à peu près à 200 à 300 km à l'est d'Antigua. Alors, à la différence de la saisie de la semaine dernière des 2 tonnes 2 où on avait des ballots de cocaïne conditionnés dans des sacs en plastique, cette fois-ci on est sur un autre mode de conditionnement. Comme vous l'avez pu le constater, on est sur des bidons traditionnels qui habituellement servent à transporter du carburant. C'est pas un mode nouveau pour nous puisqu'il a été constaté lors de saisies précédentes sur la zone. En fait, c'est un mode qui est relativement basique mais très efficace puisque discret, puisque à la vue, les bidons retournés dans le sens normal, on est loin d'imaginer qu'ils puissent contenir de la cocaïne. On aurait plutôt tendance à parler qu'il contient soit du gasoil, soit de l'eau, soit d'autres liquides nécessaires au fonctionnement du bateau. Donc c'est la résultante de plusieurs mois d'enquête avec des enjeux internationaux. Et une coopération ici qui était essentiellement interministérielle et nationale sous l'autorité du préfet qui a décidé d'engager le Germinal pour aller chercher cette cible très loin finalement de la Martinique puisqu'on a une distance de plus de 600 km sur le nord de l'arc caribéen. Au chapitre social, voilà déjà 8 jours que les salariés de la Sainte Famille sont en grève. L'association qui s'occupe d'une 60aine d'enfants placés par l'aide sociale fait face à la colère d'une partie de ses employés affiliés au syndicat Force ouvrière. En cause, selon eux, le non-respect d'un accord trouvé il y a 1 an après une première mobilisation. Je vous propose d'écouter les précisions de l'un des éducateurs grévistes de la structure. Il répond à Hélène Renaud. Nos principales revendications sont les grilles de salaire. Bon, je vous donne un exemple. Par exemple, un salarié qui a 40 ans de service et qui touche le SMIC, ce n'est pas normal. Bon, nous avons les intimidations sur le personnel. Une directrice du multi-accueil qui fait des agressions morales sur les employés, ce n'est pas normal. Et aussi, nous avons des administrateurs qui empêchent au président de présider, qui empêchent au directeur de gouverner la Sainte Famille. Et tant que ces 3 personnes-là resteront au sein de cet établissement-là, nous n'aurons pas de satisfaction. Et dans le reste de l'actualité sociale, notez que les agences UFR ont rouvert leurs portes ce matin. Néanmoins, la grève n'est pas terminée. Les salariés mobilisés sont toujours installés au rond-point du Robert. Les négociations se poursuivent. Et puis du côté de la fourrière départementale, toujours pas d'avancée. On marque aujourd'hui le 82e jour de blocage. Nous sommes mardi, jour de politique. Ce soir, Kathleen Villascopette, Eddy Marajo et Maïki Rasque reçoivent Philippe Petit dans votre émission Regard sur l'actu politique. Ce sera à 20h après la tranche info. Voilà ce qui vous attend.
Il faut bien reconnaître aujourd'hui que vous êtes relativement seul. Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir le cow-boy de la politique, vieux loup solitaire qui, coûte que coûte, suit son chemin? Alors, je ne sais pas si je suis le cow-boy solitaire. Lucky Luke était un pauvre cow-boy, mais qui réussissait quand même dans ses interventions et qui avait une méthode de fonctionnement. Là, je crois quand même que nous avons un fonctionnement collectif, nous avons un parti, et ce sont aux électeurs et aux électrices de la Martinique de juger du bien fondé de notre démarche. Vous dites que ce pays est riche sur le plan économique, mais doit affronter, tout le monde le reconnaît, de nombreux problèmes. Vous, le problème le plus urgent à résoudre, c'est pas le pont, c'est clair, on l'a vu, mais c'est quoi? Le problème le plus urgent, c'est le chômage des jeunes, les petits jeunes qui sont sur la route, qui fument du joint. Donc, votre recette? Ma proposition est claire, c'est que le SMIC est trop haut, ce sont des gens qui n'ont pas de diplôme. Et des sources, dont je tairai le nom mais que vous connaissez, m'ont dit qu'il vous a été accordé précisément une tête de section et que vous auriez eu d'autres exigences. Est-ce que vous ne pratiquez pas, si tant est que ce soit vrai, une forme d'auto-sabotage? Vous avez vraiment envie d'y aller en décembre 2015? La preuve, c'est qu'on va faire une liste. Donc c'est encore plus, si j'y vais seul, c'est que... Alors si j'y vais seul, la plus forte raison, c'est que je voudrais me saboter tout seul et que j'ai vraiment un instinct suicidaire. Voilà, ce sera donc à 20h pour la suite avec Kathleen Villas-Copette, Eddy Marajo et Mike Iras, que vous l'avez vu. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira voir les belles fleurs foyalaises. Et je ne parle pas des femmes, attention, je parle bien des végétaux, puisque Fort-de-France a reçu sa première fleur aujourd'hui. Et puis Hubert Bornil nous emmènera à Cluny, où vient de s'ouvrir un bar à café qui propose toutes les sortes de ce précieux grain. Mais avant, parlons tourisme, économie, emploi, énergie, bref, tout ce pourquoi la mer peut être sollicitée. Ce sont en tout cas les thématiques qui seront à l'ordre du jour pour les ateliers de la mer. Dès demain, tous les professionnels de cet élément majeur de notre économie seront rassemblés pour 2 jours de réflexion, 8 conférences et 2 tables rondes afin de voir au-delà de l'horizon. On en parle avec notre invité, Olivier Mornay. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de la mer. C'est un très joli titre d'ailleurs. La mer, on la voit tous les jours, on est d'accord. Elle fait déjà partie intégrante de nos réflexions économiques en Martinique. Alors du coup, à quoi vont servir ces 2 journées de rassemblement et de réflexion? Mais je crois qu'il faut d'abord souligner que les ateliers de la mer, c'est une initiative d'entrepreneurs qui vont devant du public pour précisément susciter un débat. La parole est libre autour de différentes thématiques parce que la mer suscite effectivement beaucoup d'inspiration. Et en l'occurrence, on ne pourra pas tout aborder, tout solutionner, mais le principal, c'est le message est clair. La mer est un capital donc source d'emploi, un capital qui est un patrimoine naturel et culturel, et par conséquent, qui doit être aussi protégé, et dont on peut espérer des leviers de développement. Alors, parmi les thématiques abordées, donc, il y a l'économie, puisque de toute façon, ce sont essentiellement les chefs d'entreprise, vous le disiez, qui participeront. Vaste question, l'économie et la mer. La mer, c'est la porte d'entrée pour la Martinique, du commerce notamment, toutes les activités commerciales. Elle devrait être encore plus intense après l'élargissement du canal de Panama. Comment être sûr qu'on va profiter de cet élargissement en Martinique ? Alors sur le canal de Panama, il faut savoir que donc, ce canal va doubler son gabarit pour accueillir les grands navires, ceux qui sont des nouvelles générations et qui peuvent transporter quelques 15 000 à 20 000 conteneurs. Avec évidemment une course, cette course à la mondialisation doit conduire aussi les armateurs à choisir des ports. Et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, le hub de Jamaïque, Kingston, qui vient d'être concédé pour 30 ans à une compagnie bien connue sous nos latitudes. Mais la Martinique doit pouvoir aussi être prête à être un sous-hub, mais quand je dis sous-hub, ce n'est pas péjoratif, pour accueillir des navires de types différents, avec une capacité de transport supérieure, pour être un véritable port de transbordement. Est-ce qu'on est prêt ? Alors, avec à la clé, naturellement, une augmentation du nombre d'escales, et faire en sorte qu'aussi, ensuite, des marchandises puissent être éclatées à partir de Fort-de-France comme un précieux partenaire des transporteurs. Est-ce qu'on est prêt? On va l'être. Les choses sont lancées, étant entendu que la modernisation du terminal de la Pointe des Grives est un élément fondamental. Évidemment. L'autre thématique capitale, c'est le tourisme. On a des fonds marins magiques, comme à Saint-Pierre notamment. Il y a des épaves centenaires dans les fonds de Saint-Pierre. On en voit quelques images d'ailleurs, c'est très joli. Comment on peut mettre davantage ces fonds marins en valeur selon vous ?
Écologie rime avec développement. Il est clair que protéger les fonds marins, c'est attirer, renforcer l'attractivité de la Martinique. Et protéger les fonds marins, c'est là aussi encore une question de gestion de la ressource et aussi d'aménagement. On a vu ici et là nos partenaires, que sont les collectivités locales, les communes en particulier, prendre la mesure de cet enjeu en suscitant l'installation de zones de mouillage organisées que l'État accompagne, ce qui donne une alternative aux navigateurs pour faire halte, une halte sûre et protectrice, respectueuse de l'environnement, pour que nos navigateurs et les passagers puissent bénéficier de tous les produits touristiques, puisqu'il y a un véritable lien entre le yachting et tout ce que peut offrir notre pays. Alors je parlais à l'instant des épaves sous-marines, elles sont parfois magnifiques, on vient de le voir, elles sont parfois aussi une catastrophe. Il y en a qui gâchent le paysage quand même, c'est un vrai handicap également. Est-ce qu'on lutte déjà contre ce fléau-là ? Alors, les épaves, effectivement, c'est vrai que les navires abandonnés, c'est un effet collatéral, on va dire, du nautisme. Pour autant, cet effet peut être maîtrisé et on peut essayer de transformer en atout, si je puis dire. Il n'est pas normal que le fond de nos baies puisse être encombré par des épaves qui sont dues à soit de la négligence, soit naturellement des phénomènes cycloniques. Toujours est-il que cela nécessite de la part des pouvoirs publics une grande vigilance, c'est-à-dire dès qu'on a de nouveaux bateaux ou épaves qui constituent des menaces pour l'environnement et pour la navigation, eh bien l'enjeu c'est de pouvoir les récupérer. Ceux qui sont en état de navigabilité, eh bien, on peut les restaurer. Ceux qui ne le sont pas, eh bien, on fait un tri entre les déchets et susciter une activité de recyclage qui ne peut exister que s'il y a une impulsion, il est vrai, des pouvoirs publics et en particulier de l'ADEME. Alors, ce sera ma dernière question. Il y a également les activités nautiques qui feront partie des thématiques de ces 2 jours de conférence, comme le surf. On en parlera dans un instant, qui est très prisé en ce moment à Basse-Pointe notamment. Il semblerait qu'on ait une grande marge de manœuvre sur les activités nautiques. Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas davantage en valeur, ces sports nautiques ? Je crois qu'on est d'abord dans un contexte de concurrence par rapport aux autres îles. Il faut valoriser la Martinique, mais la valoriser, ça veut dire aussi se préparer à accroître l'excellence de la prestation de service. C'est une première chose, donc essayer de consolider aussi la formation des différentes filières, dont la filière nautique. Et le deuxième élément qui peut contribuer très fortement à asseoir cette activité de yachting, ce sont des installations légères, type justement mouillage ou organisation des plans d'eau, ou encore aménagement conforté des ports de plaisance, pour que la Martinique réellement devienne une terre d'escale au pluriel, et pour que systématiquement les bateaux viennent s'orienter vers des pays plus au sud, alors que si on fait le tour de la Martinique aménagée, on y reste volontiers. Merci beaucoup, Olivier Mornay, d'avoir été avec nous ce soir. Toutes ces thématiques, on en parlera donc pendant 2 jours au Marin, au port de plaisance du Marin. Absolument. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de la mer, partons justement à Basse-Pointe, je vous le disais, devenu depuis ce matin le nouveau repère des surfeurs. En tout cas, le temps d'une semaine. Toute la semaine, la ville accueille le Martinique Surf Pro, une compétition organisée par l'association Martinique Surfing et qui rassemble des surfeurs professionnels venus du monde entier. Plusieurs centaines de curieux et d'amateurs de la discipline étaient au rendez-vous toute la journée déjà, pour applaudir les prouesses des dompteurs de vagues. Une véritable aubaine pour l'économie pointoise, comme nous le montre ce reportage de Guy Raphaël René et Louis Sabas. Quand le surf s'invite à Basse-Pointe, c'est tout un public qui se déplace. Jour exceptionnel pour une affluence exceptionnelle. De quoi mettre du beurre dans les épinards pour les commerçants. C'est une très bonne chose pour les commerçants. Ça va nous faire avancer un petit peu et je pense que ça va continuer. D'habitude à Basse-Pointe, il n'y a pas tout ça de monde à Basse-Pointe. Non, c'est mort d'habitude. Dans les rues du bourg, les visiteurs défilent pour le plus grand bonheur de Didier, pour qui cette première journée est l'équivalent de 3 jours de travail en termes de recettes. Il y a du poulet, on a des hamburgers, croque-monsieur et puis la boisson. On était vraiment morts, on est déjà éloignés, on n'a pas beaucoup de monde. Et là, ça fait du monde et en plus internationalement impeccable. De mémoire de Pointois, la ville n'avait jamais accueilli un événement de cette importance. Diffé Basse-Pointe. C'est la première fois que nous avons une manifestation comme ça. Il faut que nous arrivions à Madame May pour que la te pris diffé. Mon Dieu, si mon se dit content passer moi aujourd'hui là, yo menti.
C'est un événement qui, à mon avis, ne peut que revaloriser la commune et revaloriser la Martinique tout entière, parce que c'est un événement qui est rediffusé sur tous les médias mondiaux. Et je pense que cela va apporter il y aura des débouchés pour la commune. Moi, je trouve que des compétitions comme ça en Martinique, ça manque. On a tout ce qu'il faut, on a tous les atouts pour accueillir justement des compétiteurs internationaux sur l'île. Pourtant, d'autres villes avaient aussi fait acte de candidature, mais les organisateurs ont finalement opté pour Basse-Pointe. On a choisi Basse-Pointe en fait parce que ce site présente déjà une vague qui a un potentiel de haut niveau, c'est une vague qui est longue. On le voit ce matin et depuis hier, l'entraînement encore plus, il y a des super conditions hier aussi. Un site, un cadre quand même magnifique, on est sur un cadre sauvage qui dénote un petit peu ce qu'on voit en général dans la Caraïbe. Un événement à 600 000 € pour lequel la ville a investi près de 70 000 en espérant de nombreuses retombées. Basse-Pointe, c'est une ville rurale et aujourd'hui, avec tout ce qui était les exploitations de bananes, aujourd'hui il va falloir passer peut-être à une autre forme de tourisme, soit un tourisme vert ou un tourisme purement sportif. Le surf peut être demain un vecteur économique et aussi d'emploi. Pour une fois, le Grand Nord est sous le feu des projecteurs avec près de 120 millions de téléspectateurs potentiels à travers le monde. Ici, environ 7000 personnes sont attendues durant la semaine. Au chapitre culture, maintenant, le festival des révoltés de l'histoire continue. Demain, il sera à Sainte-Marie pour une soirée d'Amier-Belay. Dès 19 h, le rendez-vous est donné au domaine de Font-Saint-Jacques pour la projection en plein air de Welcome to Fort-de-France d'Amier, l'art martial créole. Extrait. Le damier ou l'adja est né au temps de l'esclavage. Les esclaves, venus du Sénégal et d'ailleurs, transitant par l'île de Gorée, ont créé un art de combat inspiré de la cérémonie initiatique Ngolo, qui symbolisait le passage du monde de l'adolescence au monde adulte et qui consistait en un affrontement sous forme de lutte. Voilà un film qui sera accompagné en première partie musicale par le groupe AM4, entrée libre et gratuite. Je vous le rappelle, c'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Fort-de-France, une ville capitale désormais officiellement fleurie. En décembre dernier, elle a reçu sa première distinction au concours Ville et Villages Fleuris. Avec 2 parcs et une dizaine d'espaces publics verdoyants et colorés, Foyal a réussi à convaincre le jury. Elle rejoint ainsi les 11 autres communes déjà labellisées en Martinique. Loïc Régis. Un premier panneau posé à l'entrée de la ville annonce la couleur. Vous entrez dans un espace fleuri. Pourtant, de nombreux Foyalais déplorent un manque d'espace vert dans un centre-ville récemment couronné d'une distinction, ville et village fleuri. Je trouve ça plutôt surprenant. Bon, je sais qu'il y a certains endroits où, bon, effectivement, c'est aménagé, mais de là à dire ville fleurie, non. Il y en a des fleurs, oui, mais bon, ça aurait pu être mieux aménagé que ça, en fait, je pense. La savane mérite encore beaucoup plus de fleurs, justement. C'est le lieu propice pour les fleurs. Il y a de gros efforts qui sont faits au niveau des aménagements paysagers, même si tout n'est pas parfait. Après 3 participations successives, Fort-de-France obtient enfin son label. 2 parcs, 11 espaces publics aménagés, mais aussi quelques originalités. Donc dans ce jardin, à proximité de la mairie, on s'est inspiré du jardin créole en mettant des plantes ornementales et des plantes médicinales, aussi des fruitiers, donc on peut voir de l'ananas, de la verveine blanche, même des choux de Chine, on en a un derrière. On a voulu créer un jardin ornemental et en même temps médicinal, donc on s'est inspiré librement du jardin créole qu'on trouvait avant à côté de chez nos grands-mères. Pas facile d'allier la croissance urbaine et les aménagements paysagers. Avec cet embellissement, la ville espère se doter d'un nouvel atout sur le plan touristique, mais pas que. On y gagne
parce qu'une ville verdoyante attire forcément. Et puis, il faut savoir aussi que la ville de Fort-de-France, dans l'entretien justement de ces espaces fleuris, fait beaucoup d'insertion. Donc, sous le plan économique aussi, nous agissons en fleurissant notre ville. Fort-de-France, à peine décoré de ses premiers galons, envisage déjà de décrocher une deuxième, puis une troisième fleur. En tout, en Martinique, 12 communes détiennent maintenant le label Ville et Village Fleuris. Un œil comme tous les jours sur la carte de l'EFS. Demain, le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 18h. Vous pouvez aussi donner votre sang à la maison du don à la Ménard de 9h à 16h. On termine ce journal avec un petit café, ça va faire du bien. La spécialiste en la matière, c'est Johanna. Depuis quelques semaines, elle a ouvert son bar à café au Patio de Cluny à Fort-de-France. L'aboutissement d'un vrai parcours du combattant. À force de courage et de détermination, elle lance enfin son enseigne. Hubert Bornil et Michelet François sont allés y prendre une tasse. Regardez. Café latte, compana ou encore un mocha. Ce sont des boissons qu'on peut trouver en Martinique même, au Patio de Cluny. Une toute nouvelle enseigne, une jeune martiniquaise qui s'est lancée. Ça existe depuis une dizaine de jours seulement, je vous assure, c'est excellent. Allez, c'est parti. Au cœur du Patio de Cluny, une enseigne encore peu visible et pour cause, cela fait à peine une dizaine de jours seulement que cette jeune Martiniquaise a ouvert ce lieu qu'elle a baptisé Coffee And. Café galerie, café jazz, café enfant, café slam. Donc, c'était pas du tout l'idée du coup d'acheter une franchise ou quelque chose comme ça, mais vraiment de faire d'un produit connu que les gens reconnaissent et de apporter une petite touche locale. Pari gagné pour cette jeune femme. Après l'obtention de Master 2 en commerce international, elle part à la conquête du café. Ainsi, elle suit une formation en barista. Entendez par là une personne qui a acquis un certain niveau de compétence dans la préparation des boissons au café à base d'expresso. Mon idée à la base, c'était de trouver un espace sympa où en fin de journée, avec mes copines, on se retrouvait, on se posait, il n'y avait pas trop de bruit, on pouvait discuter. Et puis, en partant à Paris, l'idée des bars à café qui sont très développés là-bas, il y a des grosses enseignes très connues. Donc j'ai un petit peu poussé l'idée. Après, je viens du secteur de la culture, donc j'avais envie d'associer moment détente, moment café, à un concept un peu culturel. À force de volonté donc et soutenue par ses proches, Johanna parvient à mener à bien son projet, aidée en cela par la région. Du coup, j'ai rencontré le réseau Entreprendre. Ils accompagnent donc les jeunes porteurs de projets. Ils vous aident à fiabiliser votre projet, à faire votre étude de marché. Donc pendant un an, ils m'ont suivi. Je suis passée après devant leur jury pour une aide financière. Et puis de là, le projet a pu voir le jour. Désormais, ce Coffee And s'installe dans le paysage avec pour ambition d'offrir tous les cafés du monde. Un concept qui associe les artistes, puisque musiciens et peintres trouvent un espace ici. Café, café, j'aime ta couleur café. Voilà un exemple qui illustre bien que quand on veut, on peut et qu'il faut faire confiance à la jeunesse martiniquaise. Merci, c'est charmant. Charmante attention. Café du Pérou. Voilà, comment voyager avec un café. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.